Bonjour et bienvenue à Impact Pod. Alors moi c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et on a un autre super épisode pour vous, nos chers écouteurs, aujourd'hui. Ce podcast, ça me donne l'opportunité de rencontrer des personnes un peu partout dans le monde du rugby et de faire des nouveaux potes. Et notre invité, en fait, c'est un pote de longue date, c'est son 4e fois qu'il est ici à Impact Pod. C'est Victor Vito, en fait, qui nous a suggéré que je parlais avec toi, Miguel, il y a quelques années maintenant. Donc je Ouais, suis super content d'avoir avec nous de retour un monsieur que moi je surnomme le Super Agent sportif, c'est Miguel Fernandez. Comment tu vas? ça va, je te remercie. Bonjour à tous, bonjour à tous les potes. Bah écoute, on est très content que tu sois revenu. En fait, pour les personnes intéressées, bon, on a parlé déjà de qu'est-ce que c'est un agent, quel est un peu le côté business d'être un un sport agent et le monde au rugby. Et en fait, aujourd'hui, j'ai noté que depuis un certain temps, tu as changé de position, tu as changé de job, et j'aimerais bien parler de ça parce que si on peut-être ça va nous enchaîner sur une discussion sur le futur du sport en général et le futur de rugby dans ce changement de mondial, on va dire, au niveau de sport. Donc, avant, tu étais directeur associé de CSM Sport et maintenant, tu es Executive Vice President Rugby de Wasserman. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton nouvel rôle? Alors, mon nouveau rôle, dans la pratique, en fait, je suis en charge de co-gérer, puisque en tant que vice-président exécutif, je ne suis pas tout seul, mais on est un petit groupe de trois quatre. On forme un leader group, un leadership group, où on gère tout ce qui tourne autour du rugby, mais sur la planète bleue. Donc, je suis toujours très opérationnel sur la France, donc ça ne change pas, et je ne souhaite pas que ça change. Pour autant, j'ai de plus en plus, enfin, il y a une strate supplémentaire qui s'est installée dans mes journées qui sont un petit peu longues parfois, où j'ai effectivement des échanges avec mes collègues à travers la planète. Donc j'ai des fuseaux horaires un peu longs, puisque ça commence, tu vois, Nouvelle-Zélande, Australie, ça peut se terminer aux États-Unis, puisque Wasserman est une société américaine qui est basée à Los Angeles, qui est aujourd'hui, c'est eux qui vont notamment participer ou organiser ou co-organiser, faire la promotion des JO de Los Angeles en 28. Mhm. Et donc le fondateur, Monsieur Casey Wasserman, qu'on a vu à la télé, notamment à la cérémonie de clôture, je crois. Bref, voilà. Et en fait, Wasserman, ce que faisait déjà CSM, donc en fait, tu as trois divisions pour faire simple. Tu as ce qu'on appelle la division talent à laquelle j'appartiens, qui gère en fait tous les talents, qu'ils soient sportifs ou artistes également, voire même comment on appelle ça, des chroniqueurs, des journalistes télé, certains écrivains. On a la division brand qui donc travaille sur les marques pour faire soit la promotion des marques à travers la communication dans le sport ou réflexion stratégique sur l'investissement que peuvent faire des marques dans les sports. Et la division Right Properties, en fait, qui sont les détenteurs de droits, c'est-à-dire ce sont soit des marques, soit des organisations type UEFA, FIFA, World Rugby, que sais-je, qui souhaitent avoir justement une communication ou des sponsors. Donc on travaille sur tous ces aspects-là. Ce que je faisais déjà avec CSM, alors, c'est très américain, tu connais ça par Ouais. cœur. Ils adorent donner des titres. Ils adorent donner des titres parce qu'en fait, mon job est un peu la Executive Ouais, Vice c'est très bien President. ça, Là, c'est superbe. ah ouais, ça fait super. Et ils ont rajouté un truc depuis ce week-end. Je crois que c'est Executive Vice President Managing Director, un truc Oh, comme ça. c'est très bien. C'est- Ouais, T'en as 5. ouais, ouais, c'est ça. Ouais, écoute, Ma mère est très contente. ouais, Ma ouais. mère est très contente. On parlait de ce côté un peu américain, en fait. Bon, CSM de mémoire, c'était anglaise à la Oui. base. Est-ce que, en fait, USA, ce boîte américaine, ce Wasserman, est-ce qu'ils savaient de ce qu'ils avaient, en fait, côté rugby, ou est-ce que pour eux, ils disaient, ah bah tiens, on a quelque chose de nouveau? Est-ce qu'ils étaient déjà avaient un pied dedans? Non, ils avaient déjà un pied dedans. Ils avaient racheté une boîte qui s'appelait eSportif, qui était un de nos concurrents quand j'étais chez CSM. Mais CSM, dans le domaine du rugby, était au monde. Donc, en fait, Wasserman avait déjà une activité rugby. Je connaissais j'allais dire maintenant mes collègues, mais qui étaient les concurrents, je les connaissais personnellement pour certains. Donc, c'est une belle histoire qu'on puisse maintenant être sous le même parapluie. Donc, ils savaient, ils connaissaient un petit peu, et je pense qu'également le fait que Wasserman ait aujourd'hui une emprise très forte dans le rugby, c'est pas innocent. Wasserman, c'est américain, donc tout ça, ça fait que effectivement, on a un pied, on a un footprint, comme on dit aux États-Unis, un footprint important dans le rugby, ce qui va peut-être nous permettre de développer un peu plus la MLR, pourquoi pas.
Ça Ouais. va être un sujet intéressant. Et en parlant de ça, tu parlais de l'histoire de monter d'un cran aussi, de partir de rugby Mm. français vers un rôle plus mondial. Qu'est-ce que tu vois alors dans le monde de sport, de tes premières impressions de dire, OK, bah, je vois le rugby dans un parapluie de différents sports. Comment tu vois les choses différemment en ce moment? Déjà, beaucoup d'humilité parce que le rugby, en fait, au niveau planétaire, est un petit sport avec très peu d'audience. Quand je parle d'audience, je parle pas des audiences télé, hein, je parle vraiment au sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire avec, ça tourne toujours autour de la dizaine ou de la douzaine des pays du premier tiers, enfin au premier et deuxième tiers. Donc, on reste très humble par rapport à ça. Et j'en reviens à nos premières conversations où j'expliquais que pour être joueur de rugby professionnel en Europe, soit tu es en France, soit tu es au Royaume-Uni, soit un petit peu en Italie. Donc, tu vois, c'est voilà. Et puis la dimension financière, etc. Ça n'a rien à voir avec le foot US ou avec le football où on est très présent également, ou même le tennis. Donc, voilà, ça donne une certaine humilité par rapport à ça. Pour autant, ce qui est très drôle, et notamment côté US, je te confirme que les Américains pensent que les joueurs de rugby sont des fous furieux. Euh, à se plaquer, à se courir après, sans casque, sans protection. Et, ils ont du mal à comprendre les règles, ce qui me fait toujours penser à cette histoire de pourquoi les Américains ont inventé le baseball, parce qu'ils comprenaient rien au cricket. Donc, C'est simplifié. ça me fait penser un peu à ça. Je te taquine, hein, Ouais, je te non, mais très taquine en bien. tant Mais écoute, qu'un bon baseball, américain, même c'est si au moins c'est trois jours t'es de. plus français qu'américain. Ouais, c'est 3 jours de moins que le cricket quand même, le baseball, donc j'allais dire. On est très présent dans le cricket. Tu sais qu'on a créé une formule qui s'appelle le 20-20, Ok. en fait, qui raccourcit la durée des matchs. Il y a un côté que je pense ça va plaire en fait aux Américains dans le rugby, en fait, que c'est 40 minutes fois 2, en fait c'est assez rapide. Tu vois, t'as pas besoin de faire 3h30 ou 4 heures pour regarder un match de NFL. En 1h30, un peu plus, bah, c'est plié, quoi. Donc ça peut-être ça va leur plaire. Et j'avais un côté un peu pour toi aussi perso, bah, tu disais avant que tu avais beaucoup de contacts terrain et tu dis aujourd'hui, bah, en fait, t'as un peu moins. Est-ce que tu gardes quand même un peu ton rôle on parlait de oncle, en fait, un bon agent, c'est aussi un peu un oncle ou un big brother d'un côté. Est-ce que tu as Ouais, pu toujours. garder ça? Oui, oui, toujours, et je m'y attache énormément. Pour le coup, ça n'a absolument pas changé mon quotidien concernant cette partie-là où je suis toujours effectivement en contact avec tout le réseau rugby que j'avais précédemment. Donc ça n'a pas changé, que ce soit avec les clubs, que ce soit avec les entraîneurs, que ce soit avec les joueurs, etc. Enfin, tout le réseau aujourd'hui que j'ai construit en 25 ans, je continue à le cultiver, je continue à le travailler. Donc ça n'a pas changé. La seule chose qui a changé, mais pas sur cet aspect-là, mais c'est plus aujourd'hui, comme tu le disais tout à l'heure. J'ai alors monter d'un cran, c'est peut-être un peu prétentieux, mais disons qu'aujourd'hui, j'ai accès en direct, en live, et j'ai des prises de décision à prendre parfois sur des marchés qui sont pas les miens. Si on considère que mon marché, c'est le marché français, voire le marché européen, et je vois l'Australie en grande difficulté financière, et même en termes d'audience, le rugby australien, le rugby à 15, hein, ça doit être le cinquième ou le sixième sport dans la hiérarchie des sports en Australie. Donc compliqué quand on sait qu'il y a une Coupe du Monde qui arrive en 27 là-bas. Donc des difficultés. Je vois aussi, alors j'avais déjà ces infos-là et c'était pas vraiment une nouvelle pour moi. Le rugby sud-africain qui essaie de plus en plus de s'européaniser avec la participation des franchises à nos Coupes d'Europe. Et ce qui leur permet de conserver leurs joueurs, leurs meilleurs talents à la maison. Euh, je vois aussi la Nouvelle-Zélande qui est en mutation, en fin de génération, donc avec un nouveau cycle qui va démarrer. L'expansion du Japon, qui est un marché qui fonctionne très très bien. Et je ne parle pas que du financier, hein, bien évidemment, mais qui a su intelligemment, le marché japonais, s'adapter à ces différents sourcing, c'est-à-dire les joueurs NZ, les joueurs australiens, sud-africains. Donc, ils ont trouvé des accords avec ces fédérations-là ou avec certaines franchises, de manière à ce qu'il y ait une certaine continuité et pas ils marchent pas sur les pieds des championnats, de ces championnats, quoi. Question, pourquoi, par exemple, on voit que ça améliore en Japon et que c'est un peu en baisse en Australie, mais qu'est-ce qui explique ces grands changements, ces grands trends, en fait? Déjà, historiquement, le rugby à 15 en Australie, ça n'a jamais été le sport numéro un. Le sport numéro un, ça a été le footy, ce qu'on appelle nous le football australien.
Ensuite, tu as eu le 13, la NRL, qui a vampirisé vraiment le rugby à 15. Alors, l'âge d'or du rugby australien, c'était depuis les années 90, enfin les années 90, hein, quand ils sont champions du monde, etc. Où là, ils avaient des générations de joueurs absolument exceptionnels. Et aujourd'hui, ils ont un peu plus de mal à sortir leur talent, sachant que ils avaient aussi une ressource liée à des joueurs iliens, tongiens, fidjiens, etc. Ces fédérations-là, ces régions-là se sont structurées au niveau du rugby, donc ils ont conservé leurs joueurs. Souviens-toi que là, depuis 2-3 ans maintenant, tu as une franchise qui fait Super Rugby, une franchise tongienne, une franchise fidjienne. Donc en fait, ces talents, ils les gardent. Donc tu n'alimentes plus ou peu ou moins bien, notamment le marché australien. Donc Ouais, ok. voilà, et tu as l'émergence d'autres sports qui étaient déjà là. Hein. Ça va de la natation, ça va, voilà, il y a d'autres sports. Le football marche plutôt bien en Australie. Et ce côté japonais aussi, peut-être c'est grâce à leur récent, on va dire les bonnes performances en World Cup aussi. Oui, et puis je trouve que alors ça, c'est une analyse évidemment complètement personnelle. Je trouve que le rugby va bien à ce que je perçois moi de la mentalité japonaise. Ah oui, Discipline, intéressant. ouais, discipline, sens du sacrifice, le collectif avant l'individu. Ça leur correspond très très bien Le pour respect, ouais. le respect, etc. C'est assez remarquable et je trouve que ça leur colle bien ça. Ah ouais, intéressant. Et oui, j'ai noté qu'il y a un nouveau neuf à Toulouse Ouais, de Japon aussi. Tato. Hein. Bah, il y a un truc qui a changé récemment aussi. Pour toi qui es, en fait, t'as démarré ton carrière en fait en tant que t'es agent sportif, tu disais au début de la professionnalisation aussi du Ouais. rugby dans le monde. Et en fait, j'aimerais bien en parler un peu plus en détail après, parce que c'est vrai que bah, après 20-25 ans, ça commence à changer aussi le rugby en tant que sport. Hein. C'est en train de peut-être de devenir, peut-être pas adulte encore, mais teenager quelque part, où il commence à prendre un peu plus d'ampleur aussi, et notamment avec les Jeux Olympiques. Mm. Curieux, comment tu as vécu les Jeux Olympiques en tant qu'agent, en fait, et est-ce qu'il y a des moments d'opportunité? Est-ce que c'est avant de tiens, il faut qu'on signe un tel, il faut qu'on signe des contrats avant les JO, ou est-ce qu'après, il dit, lui, il est chaud, mais en ce moment, donc on va signer X contrats, ce genre de choses. Comment tu le vois dans ton travail, en fait? Ah, je vais te livrer un secret, TK. C'est que euh, Vas-y. quand tu vois les stars ou les performances dans les événements, si en tant qu'agent sportif, tu t'intéresses à l'athlète à ce moment-là, c'est trop tard. Donc, non, tout ça est à travailler en amont. C'est comme pour les compétitions quand même la Coupe du monde de rugby. J'ai des copains qui m'ont appelé, ils m'ont dit, ah, t'as vu ce jeune, il est vraiment, ouais, ça fait 2 ans qu'on le connaît, en fait. Mais c'est normal, c'est notre Oui. métier. C'est la différence entre le professionnel dans un secteur et l'amateur, en fait, qui regarde ça. Donc, alors c'est pas tant alors tu peux avoir quelques opportunités, mais ça c'est lié et c'est assez fugace dans le temps. C'est lié à la performance, où effectivement tu n'attends pas à ce qu'un athlète ait une performance absolument incroyable. Donc tu peux rebondir là-dessus en termes de communication et en termes de marketing. Mais sinon pour le reste, c'est relativement bien identifié avant. D'ailleurs, faut savoir que les campagnes publicitaires, notamment avec les athlètes, ça se prépare quasiment entre 4 et 6 mois à l'avance. Donc, et c'est toute la difficulté d'ailleurs pour les marques. C'est est-ce qu'on est certain d'avoir choisi le bon cheval, tu vois. J'ai à l'esprit une publicité, donc je vais pas donner la marque, mais qui a choisi un athlète qui malheureusement n'a pas pu défendre son titre parce il s'est baissé. Donc c'est compliqué. Donc non, ça se prépare vraiment en avant. Il n'y a pas de voilà. Et après, comment je l'ai vécu? Je l'ai pas vécu en tant qu'agent sportif. En fait, j'ai juste vécu comme un amateur de sport. Moi, je me suis régalé comme toujours, comme à chaque fois, tu redécouvres entre guillemets des sports ouais, qu'on ne voit jamais à la télé. Donc, moi, je me suis régalé à regarder des matchs de tennis de table. Mec, c'est des fous furieux. C'est juste hallucinant, leur dextérité, etc. Le volley que j'adore, qui est un sport que j'adore, je me suis régalé. Le tir à l'arc, non mais franchement, je me suis assis devant la télé à regarder le tir à l'arc. Je me dis mais comment ils font? C'est juste hallucinant la concentration, la précision. Parce que t'imagines bien que 1 millimètre tu vois, tu bouges d'1 millimètre à la fin sur la cible, ça fait 10 centimètres. Donc tu perds une médaille. Enfin, voilà, j'ai redécouvert des sports olympiques. Et puis, bah voilà, après j'ai mes sports fétiches, j'aime bien regarder. Alors ça va te faire sourire. J'adore regarder et c'est les seuls moments où je le regarde d'ailleurs, le cyclisme sur piste.
Ben, je sais pas pourquoi, j'adore cette discipline. Voilà, Non bon, plus. c'est comme ça. On comprend la moitié des règles, c'est Ouais. toujours assez drôle. En comprenant la moitié des règles, un peu, c'est un peu le reste du monde, en fait, quand ils voient le rugby, en fait, Ah parce bah que, comme complètement. tu Ouais. disais, ils comprennent pas forcément, ils comprennent pas. Comment est-ce que tu penses que d'avoir le rugby à 7 dans les JO, on a parlé la dernière fois que c'est vraiment un tremplin Hmm. sportif et médiatique aussi pour le rugby à 15, mais comment est-ce que tu le vois concrètement? Ça fait deuxième fois maintenant qu'il y a le rugby à 7 et aussi l'effet que les États-Unis et Canada, en fait, ils ont fini avec des médailles et des filles. Aux États-Unis, comme on a déjà parlé, mais nous, on a l'habitude que, en fait, le succès du FI, ça mène de beaucoup de succès, en fait, sur le terrain, Hmm. on va dire, parce que nous, en tant que pour le football, on va dire, aux États-Unis, un grand record d'être très très fort à ce sport-là. Et en fait, c'est plus populaire le foot féminin, on va dire, que le foot masculin. Ouais. Maintenant, en fait, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui suivent de Champions League et tout ça maintenant. En fait, ça a commencé il y a un certain temps et maintenant c'est super connu. Est-ce qu'on va avoir la même chose en fait que peut-être le rugby, ça va venir un sport connu en fait, où ça va démarrer avec le côté filles aux États-Unis? Ah, je sais pas. En tout cas, pour l'instant, je le vois plus. Alors, en fait, il y a deux niveaux, mais ça, c'est très lié au marché américain. Il y a le niveau universitaire où il y a de plus. Tu sais qu'il y a 400, je crois qu'il y a 400 programmes universitaires, 400 programmes de rugby dans des grandes universités américaines. Ce qui est pas rien. 400, c'est assez monstrueux hein, quand on y réfléchit. Et là, pour la première fois, enfin pas pour la première fois, j'exagère, mais on a eu une draft pour le rugby qui a vraiment fonctionné, etc. Pour la MLR, donc pour le côté professionnel. Donc, comme souvent aux États-Unis, c'est souvent le côté universitaire qui pousse les futurs joueurs professionnels. Le rugby féminin, euh, alors au niveau du 7, ça va bien fonctionner. Au niveau du 15, c'est un peu, même tu vois, en France, c'est un peu compliqué quand même, alors qu'on est un championnat très fort. Mais ça va venir, il faut juste du temps, il faut juste que les clubs s'investissent. Après, tu auras toujours des aigris qui diront que le rugby n'est pas un sport qui sied à la gente féminine, mais bon, c'est comme ça. Ça a été le cas quand les filles se sont mis au foot, ça a été le cas quand les filles se sont mis au basket, etc. Ça viendra avec le temps. Euh, je pense qu'effectivement, le rugby à 7, pour répondre à ta question, peut servir d'ambassadeur du rugby au sens large. Et je pense que, en parlant rapidement, par exemple, en Angleterre, en ce moment, l'année dernière, on a vu record après record par rapport les attendances dans les Ouais, matchs pour le rugby féminin. Donc ça, c'est chouette. dans les six Je nations. Ouais. parle de ça. Ouais, je parle de ça aussi parce qu'il y a un exemple aux États-Unis elle cartonne en ce moment. Elle s'appelle Ilona Mayer. En fait, je suis sur Instagram avec grand plaisir. En fait, c'est une fille qui avant le Géo, il avait moins de 1 million de subscribers. Maintenant, je pense que j'ai oublié de regarder, mais elle a beaucoup plus parce que en fait, elle a cartonné pendant les JO. Maintenant, on est sur Dance avec the Stars, donc danser avec les stars et tout ça. Donc vraiment, je pense que c'est une bonne chose pour le rugby en général. C'est quoi l'importance d'avoir une star dans un sport? Nous, on a Dupont, et je pense que quand même, ça ajoute que je vois des personnes qui font pas forcément fans de sport, mais ils savent que, que moi, je suis podcaster rugby, on parle beaucoup d'Antoine Dupont pendant Mm. l'été. Ça sert énormément, en fait, de puissance d'un star. Est-ce que tu peux mettre un mot là-dessus? J'ai deux visions là-dessus. Effectivement, ça sert parce que pour le grand public, avoir une star, ça symbolise tout de suite un sport. Tu vois, effectivement, ça donne un point de repère au grand public. Euh, c'est un inconvénient, c'est que ça vampirise un peu trop sur une seule personne, sur une seule, tu vois, un seul athlète. Mais après, moi, alors typiquement sur les JO, il y a eu un débat pendant un moment, je ne sais plus qui avait lancé ça dans les médias, où on disait qu'en fait, les sportifs professionnels n'avaient rien à faire aux JO. Je ne sais pas si tu as eu ce débat. C'est vrai que quand tu es golfeur, Scotty Scheffler, donc qu'il soit champion olympique ou pas, est-ce que c'est plus important pour lui, etc. Donc ça, c'est un vrai débat. C'est-à-dire aujourd'hui, quelle importance ont les JO dans ton sport? Donc ça, c'est une vraie question. Si effectivement les JO sont aussi importants que les championnats du monde, voire plus importants parce que c'est tous les 4 ans et dans certaines compétitions, certaines disciplines, pardon, c'est tous les ans, là effectivement ça a du sens. Je ne sais pas si pour Scotty Scheffler c'était important d'être champion olympique, manifestement oui, mais voilà, c'est une vraie question de fond. Est-ce qu'aujourd'hui les sportifs professionnels ont leur place dans, dans, dans l'olympisme, sachant que, ça c'est une réalité, même les athlètes ou je sais pas, les haltérophiles, etc., qui n'ont pas de contrat de sponsoring ou qui n'ont
qui n'ont pas de contrat de sportifs professionnels, s'entraînent comme des professionnels. Et c'est là l'injustice, Ouais. en fait. Mais tout ça est lié à l'audience que tu génères et à l'envie que tu génères, c'est sûr. Euh, Moi, je me souviens des conversations il y a 8 mois, quand Dupont a été annoncé au rugby à 7. Les gens disaient, mais qu'est-ce qu'il va faire au rugby à 7? C'est un autre sport, machin, ça va être compliqué. On avait besoin d'une tête d'affiche, il y a la tête de Gondot. Ouais, sauf que bon, Dupont, c'est Dupont, et il a fait ce qu'il a fait, quoi. Donc, on a besoin des stars. On a besoin des stars pour avoir une audience plus large, pas seulement des fans du sport, pour avoir une audience plus large au niveau marketing, au niveau commercial. C'est important, puisque c'est l'argent qui fait quand même vivre pas mal le sport professionnel. Voilà. Est-ce que alors pour Dupont, je sais que c'est être champion olympique, c'était un rêve de gosse. Djokovic, manifestement, ça l'était aussi. Voilà. Après, il y a des vrais questionnements. Et pour les cyclistes, est-ce que être champion olympique, c'est plus important que gagner le Tour de France, par exemple? Pour moi, en tant que fan, regarder les NBA, pardon, je parlais des NBA, mais regarder tous les stars des NBA dans le final France-USA, c'était quand même magique. Ah C'est bah vraiment oui. le top de meilleur de meilleur. Donc ça, en tant que fan, j'apprécie énormément, même si ça a beaucoup changé depuis 92, on va dire. Ouais. En parlant de Dupont rapidement, donc je trouve que peut-être son président à Toulouse, je trouve qu'il gère ça très bien parce que j'ai l'impression qu'il dit bah, j'ai envie d'essayer ça et il le laisse faire en fait. Il dit bah ok tu veux faire du set, ok vas-y. T'as besoin de prendre des vacances, il va en ce moment c'est sur les réseaux, va aller Sur les avec les Chargers hein. et tout et je trouve ça assez magnifique parce que pour moi c'est le signe peut-être un bon manager aussi. Il va former ses meilleurs employés, il va les laisser avoir un peu de distance, d'aller voir des choses et je pense que pour lui pas juste je parle de sportivement mais peut-être en tant qu'homme, qu'est-ce qu'il va revenir avec? Bah, il va voir des Chargers, il va voir comment c'est installé là-bas, comment une équipe de NFL, qu'est-ce qu'ils ont déjà en tant que matos et méthodologie, et il va ramener ça avec lui, et je pense que c'est que du bénéf, j'imagine. Alors, il y a effectivement cette partie-là, mais il y a une partie que l'on ne voit pas, c'est la préservation ou en tout cas l'oxygénation que tu donnes à l'athlète, la santé mentale. C'est-à-dire que faut s'imaginer que les athlètes du niveau d'Antoine Dupont, quand ils sont aussi iconiques, ils le sont dans leur sport, ils ont une charge sur les épaules qui est juste hallucinante. Donc en fait, tu vois cette soupape que tu laisses ouverte pour que justement tu puisses aller faire du seven, même s'il a pris une énorme pression. Hein, t'imagines bien que quand tu es le meilleur joueur, enfin, tu as été un des meilleurs joueurs du 15 au monde et que tu viens à 7, tu as intérêt à pas faire de bêtises. Et il l'a fait de manière, tu vois, très, très humble, petit à petit. Bon, voilà, ça c'est plutôt sympa. Le fait qu'effectivement, il puisse partir, se régénérer un peu, se changer les idées, bah, tu reviens avec un mental qui est frais. Et le mental, c'est 90% de la réussite dans n'importe quel Ouais. sport. Donc oui, c'est Didier Lacroix et d'autres, Hugo Mola également, le manager sportif, et Didier le président, Casalbou, le DG, etc. Bah, ils savent très bien que lorsqu'ils auront besoin de lui pour les phases finales, je suis pas très inquiet. En plus, ça donne un peu de chance pour les autres neufs dans son Ouais, équipe qui sont plutôt pas mal aussi. ouais, ouais. Mais bon, c'est un sujet intéressant et je trouve que c'est bien géré où on peut parfois dire non, non, tu restes en neuf, tu viens ici, tu fais pas d'autre chose. Et là, je pense que c'est que du bénéfice pour lui et pour son équipe sur le long terme de le laisser vivre un peu. Ouais, moi je fais un parallèle, tu sais, dans le monde de l'entreprise, c'est quand tu envoies tes collaborateurs à l'étranger Mhm. sur des missions. Je vois ce parallèle-là, parce que le gars, déjà, il a une ouverture d'esprit, il se refait un mental tout neuf, il revient avec plein d'idées, et il revient avec un enthousiasme encore plus fort, et tu t'aperçois que bah, une fois il est revenu dans ton entreprise, il est plus pertinent, plus, tu vois, plus, peut-être sûrement même plus productif. Donc, tu vois, je fais le parallèle avec ça, et je trouve ça plutôt pertinent. Ah, tu parlais de partir à l'étranger, ça c'est quelque chose que j'aimerais bien faire avec dans notre discussion là. C'est en fait je suis toujours, tu sais, mon côté américain, je suis toujours curieux par rapport au côté money and business dans le monde du sport en général. Et j'ai écouté plusieurs choses en fait par rapport à la valorisation du sport féminin aux États-Unis, l'histoire que le WNBA maintenant il y a une jeune joueuse qui s'appelle Caitlin Clark qui est une star C'est énorme incroyable. Incroyable. universitaire qui dans la même année elle devient pro et elle change la face, on va dire, de basket féminine, où d'un coup, en fait, je sais pas combien c'est triplé ou quadruplé les prix de son club, en fait, par match. C'est un truc de fou. Et elle, toute seule, presque, dans un sens, elle est en train de changer, pas juste elle, parce qu'elle est aussi dans une population de jeunes sportives, jeunes joueuses de NBA. Il y en a beaucoup qui sont sortis environ au même moment. Et on est en train de vivre quelque chose de super intéressant avec le WNBA.
Et en fait, donc, c'est par rapport aux droits, en fait. Et j'ai découvert qu'en fait, pour l'instant, bon, les droits, c'est pas exactement, c'est toujours dans le NBA, en fait, les C'est un droits de package. Ouais, c'est WNBA. un Ouais, c'est un package. package ensemble. Mm. Mais que tu comprends qu'en fait, les filles, il me semble que les filles, ils gagnent nettement moins, en fait, que les hommes, qui gagnent des millions et des millions. Et il y a un certain moment où, en fait, je pense que on va dire le marché femme pour le WNBA, et il commence à vraiment monter en puissance. Et donc, j'avais une question là-dedans, c'est de dire, OK, mais quel est l'avenir de sport? Parce que là, on a certains gros sports comme de NFL, de NBA, etc. Et maintenant, on a beaucoup de petits sports qui commencent à surgir. Et aussi, on a beaucoup plus de plateformes qui ont envie d'investir. Donc, on a Netflix, Amazon, etc. Donc, j'aimerais bien juste avoir pour toi, est-ce que tu peux nous donner un peu de peinture de qu'est-ce qui se passe dans le marché? Et après, j'ai des questions un peu plus précises. Alors, je vais faire une réponse un peu cynique pour démarrer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est pas un gros mot dans ma bouche, hein, le sport est un produit. Si aujourd'hui ce produit, tu ne le proposes qu'à 50% de la population mondiale, c'est dommage. Donc, en t'ouvrant au sport féminin, et je le dis de manière très cynique, mais c'est aussi une réalité, tu ouvres ton sport à l'autre moitié de la population. Et toi et moi, en tant que bon mari, on sait très bien que c'est souvent la madame qui achète. Tu sais, c'est ce que je dis toujours, c'est l'homme qui commande, mais c'est la femme qui décide. Donc ce que je veux dire par là, c'est que d'un point de vue purement marketing, purement business, avoir un sport féminin de bon niveau, intéressant, attractif, t'ouvre des portes que tu n'avais pas lorsque c'était exclusivement masculin. Donc, pour moi, l'avenir du sport, il est dans la féminisation, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas dans l'ouverture à une autre population, à une autre audience. Et effectivement, le sport féminin aide en cela. Et je suis très inquiet sur des sports où, d'un point de vue professionnel, tu n'as tu vois, tu parlais de NFL, je ne sais pas si demain on verra un NFL, un WNFL professionnel. Parce que c'est très, ouais, c'est trop, il y a trop de testostérone sûrement, mais voilà. Je pense que l'avenir, effectivement, il est féminin. Il est féminin dans le sport. Parce que tu ouvres un marché supplémentaire. Et donc, les annonceurs, les marques sont intéressés pour avoir un marché supplémentaire. C'est purement, c'est dramatiquement économique, hein, cette démarche. Et ça m'étonne qu'il n'y ait pas encore, on va dire, une chaîne de sport féminine. Ça devrait exister déjà. Il y en a un dans les Ouais, tuyaux, tu penses? je pense, non, voilà, c'est compliqué, hein, faire que du sport féminin. euh, tu risques l'effet inverse, c'est-à-dire que tu exclus les hommes, tu exclus les 50%. Enfin, j'imagine. Je sais pas. Il y a peut-être des gens qui ont ce projet-là dans les tiroirs, mais je serais pas forcément. Moi, j'aime bien quand c'est la mixité, quoi. La mixité, ça me va bien. Pourquoi faire que des hommes? Pourquoi faire que des femmes? Ouais. Faisons ensemble. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le montant d'argent qui commence à rentrer, j'ai fait un peu de recherche et j'ai vu que, par exemple, Netflix, ils vont voir le NFL cette année. Et donc, j'ai vu, ils payent 75 millions d'euros pour un match. Ouais. Donc, ils ont deux matchs, ça fait 150 millions pour deux matchs de NFL. Et c'est juste incroyable, en fait, le prix. Et donc, apparemment, il y avait Amazon qui a fait le même. Et il y avait, avant ça, il y avait Peacock, qui est en gros le NBC, qui est comme le TF1+, on va dire, quelque chose comme ça, qu'ils ont Mm. aussi investi un somme, mais absolument énorme dans la NFL. Mais en même temps, ils étaient 110 millions d'euros pour un seul match. Mais en fait, ils ont eu 3 millions de nouveaux abonnés qui payent 6 euros par mois. Donc en Tu fais le fait, calcul. Fais le ils ont calcul. Bah doublé ouais. leur argent dans un an. C'est un Ouais. truc incroyable. Et ont doublé Ouais. leur argent pendant un an. Et en fait, tout l'argent après, c'est que du bénéfice. Ouais, Donc c'est c'est ça. incroyable Ouais. le montant. Donc ma question, c'est quelque part, donc toi, avec ce casquette, tu vois, du rugby, est-ce que rugby va avoir un part de ce nouveau argent, peut-être aux États-Unis, je sais pas. Et quels sont les autres sports qui vont profiter un maximum? Parce que j'ai entendu que peut-être les MMA, de WNBA, ou peut-être c'est des sports comme ça qui vont avoir un part de ce nouveau marché sur de Netflix, etc. Alors, j'ai pas de boule de cristal, mais c'est évident que aujourd'hui, bon, le rugby doit réfléchir. Enfin, je sais qu'ils réfléchissent effectivement sur comment aujourd'hui on peut gagner des parts de marché au niveau de l'audience. Quand je dis parts de marché, aujourd'hui, les fans du rugby, tu les as déjà. Tu les as déjà, les fans du rugby, donc tu n'en auras pas beaucoup plus.
Donc, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour que mon épouse, ma fille, se mettent devant la télé pour regarder un match de rugby? Et c'est ce travail-là qu'il faut faire. De la même manière qu'il faut aussi gagner la guerre des territoires. C'est-à-dire que, alors ça c'est très vrai en France. En France, on a une espèce de, et je le dis avec beaucoup d'amour, une espèce de consanguinité sud-ouest. Moi, l'histoire des Bantais, des Bretons, je trouve ça génial, mais j'aimerais qu'il y ait la même chose à Lille, à Strasbourg. Bon, voilà, si tu veux, c'est deux axes de travail qu'il faut absolument euh, prendre et améliorer et être plus pertinent sur ces choses-là. Donc, effectivement, Netflix t'apporte une audience juste hallucinante. Alors, je ne sais pas si je crois que c'est Netflix, hein, je dis pas de bêtises, qui avait fait un espèce de reportage, tu sais, enfin, une saison de rugby sur destination, etc. Bon, moi, j'ai regardé, mais j'ai rien appris. Je suis pas un bon téléspectateur là-dessus, tu vois, parce que je connais les garçons, je sais ce qui s'est dit, je sais ce qui s'est fait, etc. Donc, c'est assez rigolo. Mais j'ai des copains qui sont pas dans le milieu, ce qui est du rugby professionnel, ils ont trouvé ça intéressant. Mais je connais pas le score, j'ai pas regardé s'ils avaient fait un bon score avec ça. Mais ça, typiquement, ça peut aider. Tu vois, là, ce qu'ils avaient fait en Formule 1, tu sais, derrière les rideaux, la saison de Formule 1, ça marche. Ils ont fait la même chose avec le golf, avec le tennis. Donc ça, je pense que ça peut être intéressant. Mais voilà, où est la limite? Jusqu'où on peut Ouais. aller? C'est marrant, j'étais très fier. On était contacté, Pacte Pote, par un gars en Angleterre pour voir s'il pouvait utiliser un peu de nos voix pour le côté français. Malheureusement, ça s'est pas fait. Mais Non, t'as pas un bon à agent, quelques t'as pas un bon semaines. agent, t'as pas un bon agent. J'ai même pas d'agent, Miguel, tu sais. Bah voilà, bah voilà, Oui, sécurisé. voilà. Mais quand même, j'étais fier d'être contacté quand même. Ça, c'était un plaisir. Voilà, j'ai retrouvé un peu des stats pour les NBA. Il disait qu'en fait, les hommes sont payés 35 fois plus que les femmes, mais en même temps que les femmes, en fait, au niveau de score, un maximum, par exemple. Parfois, il y a des matchs avec Caitlin Clark où il y a autant de vision dans un match de WNBA qu'un match Ouais, typique de NBA. Donc, en fait, c'est ils l'audience. gagnent. Ouais, donc on va voir que peut-être il peut pas être payé 35 fois de moins en fait. Donc il y aura Non, potentiellement mais un bousculement bientôt. on a un recul nous, par rapport à ça en Europe et notamment en France. C'est le football de soccer, hein, le football féminin, qui aujourd'hui commence à avoir des audiences intéressantes, notamment au niveau de la Ligue des Champions, etc. Et tu vois que les salaires des joueuses de football commencent enfin, à augmenter très sérieusement ces 10 dernières années, comparativement à ce qui se faisait avant. Alors, on n'est pas encore à la hauteur des hommes, hein, mais tu commences à avoir. Mais tout ça est, je dirais, c'est subordonné à l'audience que tu as. Plus tu touches de monde, plus ça intéresse les diffuseurs, les annonceurs, et donc plus la possibilité d'avoir de l'argent impliqué est important. C'est toujours pareil. Mais ça vient à l'esprit que quelque part, en fait, c'est nous potentiellement, nous le public, en fait, qui vont Hmm. être peut-être perdants parce qu'il faudrait qu'on paye des différents services, etc., pour regarder tous les matchs. Par exemple, il y a quelqu'un, c'est le Guardian, qui a dit si tu veux regarder tous les matchs de NFL aujourd'hui, ça coûte plus de 1 000 € en fait. Pour regarder tous les matchs sur tous les différents streamings, etc. Donc, Ouais. quelque part, il y a un juste milieu entre les deux. Et on peut dire, avant, j'étais un peu contre, entre guillemets, Canal+, parce que je disais, ouais, faut faire payer, j'ai pas compris, pour faire payer les gens pour regarder le top 14, c'est un peu dommage, parce qu'il y a une espèce de, c'est derrière un mur, en fait, donc j'ai pas d'accès à mes matchs de quotidien, on va dire. Je peux pas être fan de rugby si j'ai pas Canal+, je trouve ça un peu dommage, mais en même temps, au moins, que c'est pas sur 5 streamings Ouais. différents, on va dire. Tu vois, ce qui a failli se passer pour le football en Ligue 1, où ça a été, enfin, je pense que c'est pas encore complètement résolu cette histoire, hein, mais là aujourd'hui, ils sont obligés d'avoir une offre qui est enfin, 30 euros pour voir la Ligue 1, c'est juste hors de proportion quand tu sais que tu peux avoir sur un bouquet Canal, beIN Sport et je ne sais trop qui, la Championship, tu peux avoir quelques matchs de Ligue 1, la Liga, le championnat allemand, qui sont les championnats italiens, qui sont les championnats. Alors, italien, je ne sais pas s'il y a des droits en France, mais peu importe. Mais en tout cas, tu peux avoir. Mais ça va, Ticket, ça va se réguler dans le temps. Ça va se réguler dans le temps parce que au bout d'un moment, enfin, c'est de l'économie pure et dure, hein, c'est l'offre et la demande. Hein. Si à un moment ton prix est trop cher et que tu n'as pas beaucoup de spectateurs qui viennent s'abonner à ta chaîne, bah, tu vas faire différemment, forcément. Aujourd'hui, le rugby fonctionne bien parce que je crois que Canal doit payer 130 millions d'euros à l'année, ce qui n'est pas,
Enfin, c'est beaucoup d'argent, mais je veux dire, c'est pas non plus quelque chose de complètement irraisonnable. Et ils font des audiences à 300, 400 000, même parfois 1 million le dimanche soir quand c'est une grosse affiche. Donc pour eux, c'est un vrai produit d'appel, le top 14. Donc ça a du sens, ça a du sens. Et après, ça permet aussi, et là je reviens sur la partie un peu plus business dans le sport, du coup le rugby est beaucoup moins dépendant de la télé que n'est le foot. C'est-à-dire que quand tu regardes un budget d'un club de foot, 60 à 70% de ses ressources viennent de la télé. Le reste, c'est du merchandising et les entrées, d'accord? Et les transferts, etc. Dans le rugby, c'est complètement l'inverse. En fait, c'est 20 à 25%, c'est le droit télé. Le reste, c'est du merchandising, du marketing, etc. Les entrées. Donc, tu vois, tu es beaucoup moins dépendant. Donc, tu as un peu plus de contrôle sur tes ressources. Alors, évidemment, si tu peux donner plus d'argent, c'est plus d'argent pour les clubs. Mais tu es moins en danger, tu es moins dépendant, tu es moins sous perfusion de la télé. J'ai l'impression que tu vas après me parler des price, des salary caps après. Ça va peut-être. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Écoute, un peu pour finir cette histoire aux États-Unis, tu sais, ils ont le Coupe du Monde bientôt. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que tu vois déjà des choses qu'ils sont en train de mettre en place pour pousser le rugby pour le public américain, ou est-ce qu'il vient vers toi pour dire mais hey, oh, qu'est-ce qu'on peut faire, Miguel? Alors, c'est un peu les deux, parce qu'en fait, la MLR est comme tous les sports aux États-Unis, c'est une ligue privée, j'ai envie de dire. Et la fédération américaine a un peu de mal, si tu veux, à entrer dans cet écosystème. Donc, c'est un peu une guerre de pouvoir entre les deux. Pour autant, même si là, on a eu Dallas qui a fermé ses portes à la franchise de Dallas, euh, bon, j'ai bon espoir. Moi, je connais. Je me doute que l'esprit américain, quand tu organises une compétition, c'est pas pour faire de la figuration, quoi. Donc c'est pour vraiment faire quelque chose d'intéressant. Donc la Coupe du Monde aux US, ce sera en 2031. Je pense que entre maintenant et 2031, les choses vont se structurer avec ce qui est déjà le cas aujourd'hui, des discussions avec des clubs européens, des clubs néo-zélandais, où effectivement on commence à échanger sur comment vous faites, éventuellement faire venir des joueurs, la formation, notamment dans les universités, faire en sorte que moi je discute avec certains clubs en France alors c'est compliqué parce que les centres de formation en France dépendent du ministère de l'Éducation nationale, mais l'idée c'est d'envoyer pendant 6 mois, 8 mois, un joueur du centre de formation en France, aux États-Unis, dans une franchise ou dans une université. Tu vois, ce genre de choses. Et bon, ça va prendre son temps, mais on va y arriver. On va y arriver. Ouais, ça va être chaud parce qu'on n'a pas 5 semaines de vacances aux États-Unis, tu sais. Moi non plus, pourtant je suis salarié français. Je rigole. Mais donc, en fait, c'est chouette parce que ça veut dire que peut-être on va voir des joueurs français qui sont, par exemple, dans le centre à Toulouse ou quelque chose comme ça, qui vont jouer à Charlotte, là d'où je viens. Donc, ça peut être chouette. Ouais, il y a déjà, si tu veux, alors il faut savoir qu'il y a notamment la franchise de New Orleans, Lola, qui a un directeur général qui est français, qui est Nicolas Godignon, ancien manager de Pau et de Brive et de Rouen. Il a fait venir Kylian Galtier, qu'il a signé là-bas. Bon, ça commence. En fait, c'était très vampirisé par la Nouvelle-Zélande et enfin, j'allais dire par les sudistes, parce que la langue, parce que c'est plus facile, etc. C'est vrai que les bons résultats du rugby français fait que les décideurs américains du rugby ont dit mais c'est quand même pas mal ce qu'ils font les Français, là, champion du monde des moins de 20 3 fois, une grosse équipe en équipe première, le championnat que certains baptisent comme la NBA du rugby, il y a peut-être des trucs à faire, quoi. Et j'ai eu des discussions avec pas mal de propriétaires de franchises. Ben voilà, alors certains sont déjà en cheville avec des clubs français, hein, la Nouvelle-Orléans avec la SM, enfin il y en a d'autres comme ça. Aujourd'hui, le niveau sportif, milieu de Pro D2 national, mais c'est comme tout, ça va prendre son temps et ça finira par avoir quelque chose de sympa. Bah, ce qui est déjà pas mal parce qu'on voit que le Pro D2 en ce moment, il y a des gros noms internationaux qui sont là-dedans, de George North, Laws, etc. Donc c'est quand même quelque chose. Donc c'est déjà pas mal. Si c'est à ce niveau-là, ce qui m'étonne dans le sens positif, tu vois. C'est un peu en dessous. Oui. C'est vraiment milieu bas de Pro D2.
D'accord, ok, je vois. Aujourd'hui, Mais quand même, tu prends une franchise américaine, tu la fais jouer contre Auxerre, contre Brive ou contre Provence Rugby. Bon, ça va faire mal. ouais, a priori, si j'ai un peu d'argent, même si j'ai pas le droit de parier, je mettrai mon pari sur le club français. Ouais, je me souviens, il y avait Clermont qui a joué il y a quoi, 8 ans, quelque chose contre les Eagles, et je pense qu'ils ont bien battu Il y a eu aux 40 points États-Unis. d'écart, je crois, hein. Ouais, il y avait pas trop de difficultés. Bon, écoute, pour fermer un petit peu ce chapitre aux États-Unis, c'est intéressant. Je savais pas qu'il y avait un coach français. Ça peut être intéressant que je rentre en contact avec lui. Ah bah écoute, je le connais très bien. Je pense que c'est quelque chose qui peut se faire. Et il est à New Orleans où ça parle un peu français aussi, donc c'est pas mal ça. Ouais, ouais, ouais. Mais il parle super bien l'anglais, hein. Il parle vraiment Ah super bah bien génial. l'anglais. Ouais. Bah écoute, on revient chez nous alors sur le rugby Ouais. français, de notre marché à nous. Et en fait, on peut dire, bah, il y a 10 ans ou 15 ans, il y avait un peu plus on va dire, c'était le marché anglais qui était un peu plus puissant. Et depuis un certain temps, c'est maintenant la France. Comment tu sens, on va dire, le rugby français en ce moment, en général, malgré cet été, on va dire, difficile, mais comment tu sens le rugby en France en ce moment? Alors, je vais pas parler des drames et des événements de cet été, mais bah, sportivement, bah, tu vois, tu regardes la dernière journée et celle d'avant, les matchs sont plutôt serrés, sont plutôt de qualité. Objectivement, moi, je ne me suis pas ennuyé à regarder les matchs. Euh, Financièrement, il y a quand même une data qu'il faut avoir, c'est que sur les 14 clubs de top 14, non, je crois même que c'est les 30 à vérifier, mais il y a que 4 clubs qui gagnent de l'argent, qui sont positifs sur leur compte d'exploitation. Donc, Quoi? oui, il y a que 4 clubs aujourd'hui qui ont un solde positif à la fin de l'année. Donc, ça Ok. relativise les choses. Alors, certains, c'est parce qu'il y a eu des gros investissements, donc il y a un taux d'amortissement qui arrive, etc. Donc, c'est dans les charges, donc c'est compréhensible. Mais les derniers chiffres, là, tu as 4 clubs qui aujourd'hui ont un solde positif. Donc, oui, c'est un championnat très puissant. C'est un championnat très plaisant sportivement. Faut pas s'endormir parce qu'il est un peu sous perfusion quand même, financièrement. Donc d'un coup, j'ai une curiosité. Ça veut dire, bah, il faut absolument que nous, les supporters, on sort aller voir les matchs. Ça, c'est un. Deux, peut-être il Mm. faut aller voir Canal+ pour dire, eh oh, faut qu'on ait un peu plus de sous. Est-ce que c'est, comment est-ce que c'est à renégocier ce côté-là? Je crois qu'ils renégocient ils ont signé 4 ans, je crois. Donc ça doit se renégocier dans 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça. Mais effectivement, euh, euh, alors évidemment, les présidents, quand ils s'adressent à des jeunes sportifs, ils disent que c'est les salaires des joueurs qui ont explosé les budgets, ce qui n'est pas vrai, puisqu'en fait, tout le monde sait la masse salariale qu'il peut injecter dans son club. Mais globalement, c'est une réalité. C'est une réalité aujourd'hui. Tu as des clubs qui vivent sous perfusion. Mais ça l'a toujours été, hein. C'était soit une grosse entreprise, soit un mécène, etc. Et en France, comme on a un système social, un système qui protège énormément, on n'a pas eu ces effets de bord qu'il y a eu en Angleterre. En Angleterre, à partir du moment Oui. où il y a plus d'argent qui rentre et que tu es en déficit, bam, tu fermes tout, quoi. Pour autant, l'Angleterre va revenir. Je me fais absolument aucune illusion. D'ici ouais, 2 ans, les clubs deviendront aussi forts qu'ils ont été et ce sera à nouveau la concurrence entre la France et l'Angleterre. Celui qui, aujourd'hui, le véritable, économiquement, hein, à l'heure à laquelle je te parle, le véritable concurrent du top 14, c'est le championnat japonais, qui, Hmm. s'il s'ouvre plus sur l'Europe, aujourd'hui, on est absolument pas du tout compétitif sur le marché du travail, j'avais envie de dire. Donc voilà, pour l'instant, on est un peu seul au monde. On est un peu seul au monde, le championnat, le top 14, et même si je trouve qu'il n'est pas assez vu à l'étranger, j'ai toujours très surpris quand j'ai de la famille ou des collègues en Argentine qui me disent bah, pour voir le top 14, c'est l'enfer. Pareil, pour la Nouvelle-Zélande, c'est très compliqué. Je trouve ça dommage. Mais ça, ouais, pourquoi ils exportent pas? Par exemple, là, j'ai découvert récemment sur YouTube une chaîne qui fait un debrief de Pro D2, un truc anglais, excellent. Hmm. C'est par deux podcasteurs, il me semble, mais qui font ça en vidéo, et c'est super bien fait. Et je me dis, mais pourquoi ça n'existait pas avant? Et aussi que j'ai l'impression que le top 14, il n'y a pas grand-chose en anglais. En fait, il devrait y avoir un podcast en anglais, par exemple, il devrait y avoir plein de trucs en anglais, mais pourquoi pas? Pourquoi ils Je crois vendent pas que ça à l'international? Alors, je crois que la LNR, donc la Ligue nationale de rugby, s'y attelle. Hein. C'est pas des choses qui se font en claquant des doigts.
oui, c'est un axe de travail, l'internationalisation du rugby, enfin du top 14, mais pour moi quelque chose de. Enfin, encore une fois, je vais parler de manière un peu cynique et c'est pas un gros mot dans ma bouche, mais le top 14 est un magnifique produit à vendre. Oui, c'est sûr. Et si les Américains, d'un coup, ils ont tous leur club anglais préféré, ils devraient avoir aussi leur de foot, on va dire. Ils devraient avoir leur club Bien de sûr. rugby français Hein. préféré aussi. Donc, ça devrait s'exporter. On va travailler sur ça ensemble, Miguel. Avec grand plaisir. Écoute, on va boucler rapidement, mais c'est juste côté homme aussi, parce que je sais que c'est le parti de travail qui t'intéresse le plus, en fait. Je trouve qu'aux États-Unis, ça fait presque 20 ans maintenant qu'on sait que si tu deviens un sportif professionnel, il y a une expression que j'ai entendue une fois, t'es pas un businessman, t'es un businessman. L'idée que, en fait, tu es en tant que Tu es le sportif, tu es un produit. brand. Tu es le Ouais, tu es un produit. produit. Et Ouais. eux, ils savent ça depuis 20 ans aux States, en fait. Et ça commence peut-être tout juste, j'ai l'impression, pour le rugby français. Est-ce que tu penses que c'est le cas? Non, non, je pense pas. Je pense pas. On n'a pas cette maturité-là, si tant est qu'il faille aller vers ce chemin-là. Euh, alors, je vais y mettre un petit bémol. Certains sportifs de très haut niveau, et pas que dans le rugby, hein, que ce soit dans le sport le plus populaire en France, c'est le foot, etc. Ils ont conscience de l'image qu'ils ont et ils ont conscience effectivement qu'ils peuvent véhiculer un certain message. Donc, quelque part, ils savent quel type de produit ils sont. Mais ça ne concerne une infime minorité, en fait. Hein. Il y a très, très peu de joueurs qui ont ce statut-là. Euh, je ne sais pas si. Alors, la dimension économique du rugby est quand même relativement restreinte pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées dans plusieurs podcasts, parce qu'aujourd'hui, on a un sport avec des valeurs universelles, mais on n'est pas un sport universel, hein, encore une fois. Donc, on a un marché qui est quand même relativement réduit. Pour autant, je me rends compte que tout ce qui est marketing autour de sportifs de haut niveau, notamment de joueurs de rugby, qui est le sport qui nous intéresse, il y a plus d'opportunités typiquement en Angleterre un joueur de rugby qu'en France. Parce qu'en France, je crois que, alors c'est peut-être notre mentalité latine, ou je ne saurais l'expliquer, faudrait demander ça à un sociologue, mais on a du mal à mélanger le business et le sport, encore aujourd'hui. Ouais. Encore aujourd'hui. Euh, Parce on est les héritiers de Coubertin. On est les héritiers du plus haut, plus loin, plus fort. On est les héritiers de euh, le sport, c'est pour la santé, c'est pour le loisir, c'est pas un métier. On est aussi les héritiers des dogmatiques de 1968, quand il y a eu les fameuses révolutions estudiantines où on a privilégié l'intellect, la culture au sport. Moi, je dis souvent que la France est un pays de sportifs, mais n'est pas un pays sportif. J'avais entendu quelque chose un peu similaire d'un journaliste de l'équipe qui avait dit aussi que par rapport à d'autres pays, ben, eux, on n'a que l'équipe, en fait, on n'a pas, et peut-être le Midal, on va dire, mais on n'a pas, par rapport à d'autres pays qui ont 4 journaux Bien sûr. que du sport, c'est nettement inférieur à ce niveau-là. Et même si tu vas à Londres, tu lis le Télégraphe, tu lis ce que tu veux, tu as une section sport qui est conséquente, qui est pertinente en plus, qui est juste. Enfin, tu vois, c'est pas juste pour remplir des pages. Ce que tu n'as pas dans Le Monde, très peu dans Le Parisien ou très peu dans l'IB ou des choses comme ça, tu vois. On n'est pas voilà, je me répète, mais on est un peuple de sportifs, mais on n'est pas un peuple sportif. On n'est pas un pays sportif, on est un pays de sportifs. On va voir si ça change, mais surtout dans ce sport de rugby, je pense pas demain, en fait. Question, en Non. parlant un peu des nouvelles stars, en fait, aussi, de la, comme tu as un œil d'utiliser, bah, tu es bien en avance par rapport à ce que nous, on voit. Qui va venir des stars de rugby de demain, en fait? Moi, je vois Ah, bien le jeune homme de Pau, d'un certain Théo. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que je devrais regarder un peu? euh, alors, ça fait quelques années déjà qu'il est dans le circuit. Un garçon comme, tu vois, un Baptiste Jonot, qui est très intéressant, Ok, ouais. qui est le demi de mêlée de Clermont. Il faudrait que je les fasse club par club pour t'en sortir quelques-uns, mais ça va être un peu difficile. On avait parlé, souviens-toi, de Léo Barré. En gros, tu regardes, tu sais, la pépinière aujourd'hui, c'est les moins de 20, et sur les moins de 20, tu as deux, trois très très gros potentiels par génération. On va voir ce que va faire un Léo, ce que va faire un Carbonneau, on va voir ce que va faire un Mathis Castro Ferreira. Euh,
voilà, ça c'est l'avenir du rugby français, mais il y en a d'autres, il y en a plein. Et puis il y en a que je connais pas encore, qui ont 14-15 ans et qui viendront d'ici 3-4 ans. Euh, mais ouais, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Mais j'ai pas donné des noms parce que si mes concurrents écoutent, si tu Il veux, le piège. oui, toujours le piège. Tu sais, Miguel, c'est toujours un plaisir de t'avoir sur le podcast et vraiment merci beaucoup d'être de retour. C'est un vrai plaisir de Oui. passer ce moment ensemble. Plaisir partagé. Plaisir partagé.